Ce qui change jamais, c'est que l'enseignement et l'éducation, c'est vraiment une des stratégies les plus fortes pour avoir des jeunes locuteurs actifs. Actifs, pas seulement qui peuvent parler, mais qui le parlent. Ce qui arrive, c'est que hors référence familiale, et hors référence scolaire, il n'y a pas beaucoup d'espaces dans lesquels les jeunes parlent basque. Parce que, bon, il s'agit d'une étape dans la vie dans laquelle on veut créer un espace à soi qui n'est pas, disons, influencé par la famille ni par l'école. On veut vraiment avoir un réseau social qui nous appartient, qu'on a créé. On veut une identification à quelque chose d'autre que la famille ou la petite communauté ou l'école. Donc, dans ce processus, surtout dans l'adolescence, ce qui arrive, c'est que la langue dominante, elle est vraiment attrayante. Si on veut s'identifier à, je sais pas, une subculture plutôt rap, ben on l'a. Si c'est plutôt punk, on l'a aussi. Si c'est vraiment quelque chose de global, citoyen du monde, ça peut se faire en français. Alors que la langue minorisée n'est pas vraiment attrayante pour un jeune qui veut créer sa propre identité. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire, c'est très abstrait. Bon, on voit ça dans pratiquement toutes les minorités linguistiques. Pour les jeunes, c'est une étape particulièrement difficile. Donc la question, c'est qu'est-ce qui fait que quelques jeunes deviennent ou restent des locuteurs actifs de basque, c'est-à-dire qu'ils utilisent ça entre amis, qui vont amener la langue dans les médias, dans l'enseignement, qui vont créer de la musique, qui vont créer du théâtre, qui vont amener la langue à gagner des espaces qui étaient perdus pour cette langue. Donc, je vous ai amené quelques données du côté sud. Ça ne nous concerne pas, mais ça illustre quand même ce que disait le bémol que disait Gilbert, comme quoi l'école ne peut pas tout faire. Donc, je fais ça vite. J'amène les données du Pays Basque Sud parce que c'est vraiment des données statistiques très très grandes qu'on n'a pas du côté nord. Parce que depuis les années 80, l'enseignement n'est plus une compétence du ministère de l'Éducation nationale espagnole, disons que ça a été la compétence et du gouvernement basque depuis les années 80. Donc depuis les années 80, on propose 3 modèles linguistiques à l'école, aux parents, aux enfants en Pays Basque Sud. Il y a un modèle A, c'est facultatif. Et il y a un modèle A, c'est 100% espagnol avec une matière de basque. Il y a un modèle B qui est 50%. Il y a un modèle D qui est 100% basque avec matière espagnole, c'est-à-dire le système immersif. Vous voyez un petit peu les 3 modèles. Donc pour faire ça vite, en 20 ans, le modèle D a augmenté, c'est-à-dire l'immersif est, disons, le modèle majoritaire aujourd'hui. Le modèle A a quasiment disparu et le modèle B reste à peu près au même niveau. Alors, 25 ans après, c'est quand même beaucoup d'enfants qui sont passés par ces 3 modèles, alors on peut vraiment faire de la statistique. Les résultats des recherches nous donnent 2 grandes conclusions. Alors, la première, je change là, c'est que dans le modèle D, c'est-à-dire le système immersif, nous garantit des enfants bilingues, qui vont utiliser la langue ou pas, mais qui sont compétents. Le modèle A nous garantit des enfants pas bilingues, si c'est pas par la famille, et encore. Et le modèle B, c'est là que ça devient intéressant. Alors, ça ne garantit rien, c'est vraiment l'environnement qui va déterminer si les enfants dans le modèle, disons, bilingue, vont vraiment être compétents ou pas. C'est-à-dire l'environnement proche, ça peut être la famille, ça peut être le réseau social amical, ça peut être les activités extrascolaires. Donc, je résume ça en disant qu'il est nécessaire qu'il y ait un accompagnement du processus dans le domaine informel, c'est-à-dire en dehors de l'école. Je rejoins